On a beaucoup d'idées reçues sur l'Afrique, énormément. Et l'avantage de cet ouvrage est vraiment de ne pas rester figé sur nos représentations. C'est un livre quand même décapant, je vous conseille vivement la lecture. C'est le genre de livre, une fois qu'on l'a lu, quand tu es un jour dans une discussion avec des amis, mais que ce soit une discussion d'un samedi soir ou que ce soit une discussion parfois un peu sérieuse, quand on a lu ce livre-là, au moment où il y a le sujet vient sur un sujet africain, on se rend compte que celui qui est en face de nous est à moitié en train de dire vrai, à moitié en train de raconter des clichés. Et c'est vraiment un livre décapant parce que ça permet d'aller au-delà dans le débat, c'est-à-dire de ne pas rester sur « Ah oui, tout se passe mal, tout est si mal parti ». Je pense que quand on lit ce livre-là, il se lit très bien et vraiment on peut aller au-delà de l'image qu'on a figée, je pense, qui est une image héritée, quoi. Je vais vous laisser la parole et puis on viendra à quelques questions juste après. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis honoré de parler devant vous ici à Grenoble. Donc l'Afrique des idées reçues, 2016, j'ai rajouté, puisque c'est la deuxième édition d'un ouvrage que j'ai dirigé avec une trentaine de chercheurs, dont des Grenoblois. Il y en a un qui se trouve devant moi, là, qui a travaillé sur le désert avance et la forêt recule. Hein, si vous avez des questions à poser sur ce thème-là, thème très actuel, hein, après la COP 21, il est à votre disposition pour dire qu'effectivement, c'est en grande partie des idées reçues. Et il l'a démontré dans l'ouvrage. Donc, ouvrage collectif. Alors, ce que je dirais, pourquoi je n'ai pas dit les Afriques au lieu de l'Afrique, hein, c'est parce qu'on parle, comme disait Valentin Mundimbe, de l'invention de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique qu'on a dans notre crâne. C'est nos représentations de l'Afrique qui sont visées. Et il est très clair que, on l'a vu avec deux présidents de la République française, hein, je citerai deux idées reçues qui ont été illustrées par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Hein. Jacques Chirac avait dit « l'Afrique n'est pas un mur pour la démocratie ». Bon, ça, c'est une idée reçue. Et deuxièmement, Nicolas Sarkozy, en 2007, juste après la sortie de la précédente édition, et on se trouvait à Dakar à ce moment-là, il est allé dire à l'université Cheikh Anta Diop que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Hein. Je résume le long propos qu'il a tenu sur cette question-là, en reprenant une idée que Hegel avait déjà émise plus de 2 siècles avant. Donc voilà la question. L'Afrique se prête beaucoup à la construction d'idées reçues, de clichés, de stéréotypes. Et donc ce livre, les chercheurs que j'ai réunis et qui ont été d'accord sur cette idée, qui sont des spécialistes de chacun des thèmes traités, ont été d'accord pour dire on va essayer de s'adresser à un public beaucoup plus large que celui qui nous est habituel, c'est-à-dire les collègues, les pairs et quelques fanatiques d'Afrique. Alors, pourquoi ces idées reçues? Ce que je veux rappeler simplement, c'est qu'une idée reçue a une part de vérité. Hein? Quand on dit l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie, c'est qu'on observe toutes les dictatures, comme on dit. Hein? Il faudrait définir ce qu'est une dictature, d'ailleurs, hein, en Afrique. Il y a la dicta blanda et la dictadura, comme disent les Espagnols. Hein? Parce que quand, à Yaoundé, hein, où il y a Paul Biya qui est patron, hein, quand on grille les feux rouges devant la présidence, on n'est pas arrêté. Est-ce que c'est une dictadura ou une dicta blanda? Donc voilà, c'est pour vous dire que part de vérité. Et généralisation, est évident que quand vous parlez de problèmes fonciers, si vous n'évoquez pas ce qui s'est passé dans toute l'Afrique australe ou en Éthiopie, hein, on dit souvent que l'Afrique n'est pas mûre pour les réformes agraires, alors que les réformes agraires sont essentielles dans certains coins d'Afrique, notamment dans la zone où Boko Haram sévit. Hein. Et donc, il y a toute une série d'éléments qu'on généralise facilement parce qu'on connaît surtout l'Afrique du Sahel, l'Afrique de l'opération Barkhane. Au-delà, ça devient compliqué. Ensuite, il y a des faits probables, mais qui ne sont pas avérés. Ensuite, il y a des stéréotypes psychosociologiques. Je ne vous fais pas en dessin, je montrerai des images. Et ensuite,
on fait du développement en Afrique. Nous, les Européens, on a fait pendant longtemps du développement. Nous, les Français, à partir des années 1920, et ensuite, ça s'appelait mise en valeur et après développement. Et donc, on est allé apporter le progrès à des populations supposées primitives, ça aussi, ou archaïques. Et là aussi, il y a des révisions déchirantes à faire. Et alors, effectivement, tout cela séduit. Ça renforce des peurs, ça renforce des préjugés, des fantasmes. Ça permet aussi d'expliquer les déconvenus que beaucoup de développeurs ont eu, parce que tous ceux qui ont circulé en Afrique ont vu énormément d'échecs de développement. Il y a dans le cimetière des projets de développement en Afrique subsaharienne, on a énormément de cadavres. Et enfin, évidemment, c'est l'arrogance des Français. Hein. Il y a un livre de mon ami Antoine Glaser qui vient de sortir et que je vous recommande pour un peu nettoyer toute une série. C'est « Arrogant comme un Français en Afrique ». 2016, il vient de sortir en mars. Alors, je vais essayer d'expliquer le contexte. Pourquoi tous ces regards déformants et ensuite en face les mémoires douloureuses. Parce qu'effectivement, il y a une grosse diaspora africaine en France. Et cette diaspora relaye le vécu, les représentations qui se trouvent sur le continent. Alors, le premier regard folklorique, mais là, l'image est assez parlante, c'est le regard touristique. No comment. Le deuxième, c'est le regard féminin. L'Afrique est quand même assez... Et on l'a bien vu d'ailleurs tout récemment avec ce qui s'est passé à Cologne. C'est qu'effectivement, moi j'ai eu des étudiantes européennes qui venaient dans les villages africains étudier ce qui s'y passait. Et donc, il y avait deux questions, c'est-à-dire le statut des femmes. Hein, donc j'ai fait une petite carte de l'excision et de l'infibulation qui est très pratiquée, mais pas dans toute l'Afrique. Hein, loin de là. Il y a beaucoup de pays où ça n'existe pas. Et le deuxième aspect qui a mobilisé la planète, c'est après l'enlèvement des jeunes filles de Chibok par Boko Haram, et il y a eu toute une série de manifestations Bring Back Our Girls au Nigeria. Nigeria qui est devenu le premier pays africain pour son PIB, hein, depuis peu de temps, hein, il faut dire. Et puis, numéro 1 par la population. Il y a autour de 180 millions d'habitants. Voilà. Un autre regard important, c'est le regard humanitaire. L'Afrique est quand même le continent où l'humanitaire, sans doute, sévit le plus. Et un film vient de sortir sur l'Arche de Zoé, dont vous avez entendu parler, les Chevaliers Blancs. Et les deux images que je montre, c'est la distribution d'aide alimentaire, du Programme alimentaire mondial, et de l'autre côté, une affiche suisse. J'ai pris la Suisse pour sortir un peu de la France. Hein. On aime, on aide. Voilà. Alors évidemment, ce regard humanitaire est forcément idéaliste, simpliste, plein de bonne volonté, etc. Autre regard, c'est le business. On est dans une école de management. Donc, depuis 2006, un regard optimiste est porté sur l'Afrique, et notamment par les grandes fondations américaines qui étudient cela, comme McKinsey, etc. Mais aussi, depuis 2010, par l'ancien patron, c'était le patron de l'Agence française de développement, Jean-Michel Severino, qui a écrit Le Temps de l'Afrique, pensant que l'Afrique était partie pour les 30 glorieuses, comme dirait Nicolas Baverès, un autre optimiste. Et en face, j'ai mis, vous connaissez tous l'association Survie, elle fait assez de bruit pour qu'elle soit connue, celle qui a dénoncé la France-Afrique, terme qui a été inventé par Houphouët-Boigny. Dans cette dénonciation de la France-Afrique, c'est la dénonciation de ces intérêts croisés entre certains milieux français, milieux patronaux, milieux politiques, milieux syndicaux, milieux judiciaires, etc., avec le continent africain. Donc ces deux regards sont en vis-à-vis actuellement.
Et il faut ajouter l'inusable regard colonial qui persiste. Alors, il y a Bombanania, je crois que c'était en 2011, qu'il y a eu un procès interdisant l'utilisation de cette affiche. C'est très récent. Et si vous circulez un peu partout en France, vous en avez un peu partout. Vous en voyez un peu partout sous forme de cartes postales, etc. Et de l'autre côté, et pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à Bruxelles et je vois un Belge, un Européen belge déguisé en noiro. Alors je dis à mon fils qui travaille là-bas, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'apprends que le ministre belge des Affaires étrangères s'est grimé en roi nègre pour faire une collecte de fonds. Pas du tout pour l'Afrique d'ailleurs, pour les enfants déshérités de Belgique. Donc vous voyez l'usage qui est fait du regard africain. Et enfin, il faut souligner ce qui est important quand vous allez en Afrique, c'est la mémoire douloureuse, les héritages qui ont été mal soldés, c'est-à-dire les anciens combattants qui n'ont pas eu la même paye que les anciens combattants des 2 guerres mondiales, qui n'ont pas été traités comme les anciens combattants français, ou alors des guerres coloniales de libération, au Cameroun en particulier, où si vous vivez, comme ça a été mon cas, assez longtemps au Cameroun, vous apercevez que l'histoire française n'en tient pas compte, puisqu'il y a une très longue guerre civile entre l'UPC et les forces françaises et camerounaises entre 1955 et 1971. Et on en parle extrêmement peu dans les livres d'histoire. On dit toujours que la décolonisation française a été un moment relativement paisible, à la différence de ce qui s'est passé au Congo belge. Et donc, il ne faut pas s'étonner des revendications que portent, disons, les Africains de la diaspora et les Africains qui sont sur place. Alors, l'afro-optimisme. Je donne un proverbe à Sierra Leone parce que je crois qu'il est important de donner un peu la vision africaine des choses. Et ce proverbe dit « La vie, c'est comme le vélo. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Ça veut dire quoi? Moi, j'ai vécu en Afrique à partir de 1969. Donc, la pauvreté est évidente. L'extrême pauvreté est très forte, a été très forte. Et après les ajustements structurels qui ont eu lieu pendant une vingtaine d'années, la pauvreté s'est aggravée. La situation des universités, je repense à l'université de Bouéa ou de Yaoundé que je connaissais bien, évidemment, en regardant l'amphithéâtre que je vois actuellement, il y a une différence considérable. Ce qui veut dire qu'avec les ajustements structurels, l'Afrique a reculé, le niveau de vie des Africains a reculé. Il y avait des classes moyennes, elles ont disparu. Elles réapparaissent aujourd'hui et on les découvre. Hein. Donc, quand on est au fond du trou, on ne peut que remonter. Hein. On peut dire ça comme ça. Alors, cet afro-optimisme se fonde sur le fait que l'Afrique utile affiche une croissance insolente jusqu'en 2013. C'est-à-dire que l'Afrique a exporté massivement des matières premières et de l'énergie qui ont été favorablement payées par les pays émergents et par l'Europe et les États-Unis jusqu'à la crise actuelle du pétrole. Et donc, un certain nombre de pays que vous voyez en noir, hein, c'est des pays qui ont eu un taux de croissance de plus de 7%. Mais ça ne veut pas dire qu'on y vit de manière que le niveau de vie a augmenté massivement. Au contraire, ils ont rattrapé dans certains nombre de pays. En 2010, ils étaient au même niveau qu'en 1960. Donc ça, c'est bon à rappeler pour voir à peu près où on se trouve. Effectivement, dans les années 70, on disait que les pays d'Afrique subsaharienne équivalaient au produit intérieur brut de la Belgique. Maintenant, cet ensemble de pays arrive au produit intérieur brut de la France. Voilà où on en est. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 1 milliard d'individus hein, contre 60 millions en France. Vous voyez à peu près la différence. Alors, j'ai évoqué cette question d'ajustement structurel. Les économistes qui ont été les premiers à souligner cette vague optimiste ont dit que l'ajustement structurel avait réussi. C'est-à-dire on avait réduit la dette, on avait réduit la taille de l'État, on avait redonné à la production africaine, on avait dévalué le franc
CFA, mais on l'avait gardé, ainsi de suite. Ça, je parle pour la zone franc. Et dans d'autres pays aussi, il y a eu des dévaluations. Donc, on a estimé que cet ajustement structurel avait donné les conditions de la reprise économique. Bon, ça se discute toujours, même si les experts de la Banque mondiale ou de l'Agence française de développement sont sur cette ligne. Ensuite, bon, le prix des matières premières était très élevé. Le commerce avec la Chine, très important. La Chine a pris la première place depuis 2-3 ans dans le commerce avec l'Afrique subsaharienne. Vous avez un certain nombre de courbes qui montrent cela et qui montrent aussi la chute des cours à partir de 2014-2015. Je passe assez vite. Ensuite, on a observé, l'Afrique consomme, évidemment, elle consommait. Voilà ce que j'ai trouvé en 2012 en passant au Burkina Faso, boutique qui était relativement pleine, et puis l'essor des technologies de l'information et de la communication. Autre exemple, ces fameuses classes moyennes dont il faut se dire qu'on est classe moyenne en Afrique à partir du moment où on sort de l'extrême pauvreté. Alors savoir s'il y a 300 millions de gens appartenant en classe moyenne ou 90 millions, c'est encore un discours un peu facile. Ce qu'on peut observer, hein, vous voyez sur cette partie-là, vous voyez à Dakar, on vend un certain nombre de logements pour ces classes moyennes à des tarifs relativement élevés. Et connaissant relativement Dakar, l'ayant visité à plusieurs reprises, je me suis aperçu qu'effectivement, une certaine prospérité est de mise. Et on voit aussi se multiplier les motocyclettes d'origine souvent chinoise, ce n'est pas des motos Peugeot. Alors, l'afro-pessimisme persiste. Hein, voilà. Vous allez me dire, il y a le djihad, il y a Ebola, etc., etc. Et ce que disait Henning Mankell, je le répète, qui est toujours valable, on sait tout, quand vous regardez la télévision, etc., on sait tout de la manière dont les Africains meurent et rien sur la manière dont ils vivent. Et ça, c'est une parole très importante. Et ensuite, ce qui est important à savoir, et ça relève de notre arrogance, les Africains disent, le blanc ne voit que ce qu'il sait. Hein? Si vous savez que les choses sont comme ça, vous les voyez. Effectivement, quand vous descendez dans un village dans le Sahel, au Burkina, au Cameroun, etc., ou au Nigeria, pays que je connais, les gens qui m'est arrivé de consulter, qui passent pendant 15 jours pour faire, par exemple, des vaccinations massives contre certaines fièvres, etc., ils n'aperçoivent pas la réalité du village. Ils voient le village tel qu'ils l'avaient imaginé. Et voilà, ça c'est un des gros problèmes dont il faut se méfier. Alors, pour les afro-pessimistes, la grande explication, c'est l'Afrique est en retard parce qu'elle a été très longtemps isolée et qu'elle reste enclavée. Ce qui, au vu de nos critères, vous voyez les deux cartes. La première carte, c'est la carte de l'Afrique politique utile, il y a un siècle. Et la deuxième carte, c'est la carte aussi des grands ports. On voit très bien que le cœur de l'Afrique est loin d'être mobilisé par les échanges. Mais cela, c'est notre vision des choses. Ça, c'est les échanges matériels. Il y a eu toujours des échanges en plein cœur de l'Afrique. Et quand vous allez au Mali, vous vous apercevez que ce pays a été un pays d'échanges depuis extrêmement longtemps, depuis des siècles et des siècles. Et c'est ce qui explique aussi la fluidité qu'il y a dans la population malienne, la mobilité, l'agilité, etc. Un autre aspect, c'est l'archaïsme et le retard technologique. Je vous montre deux photos. La préparation du taux, l'agriculture. On dit qu'il y a du retard technologique, alors que quand les agronomes veulent bien regarder ce qui se passe réellement dans l'agriculture africaine, ils s'aperçoivent qu'ils manifestent une connaissance des plantes, une connaissance des sols, une connaissance des pratiques qui ne sont pas nuisibles pour l'environnement, très élevée, surtout dans un certain nombre de zones. Autre aspect, c'est l'Afrique est riche, on vous dit, mais les Africains sont pauvres. Et c'est la fameuse idée de la malédiction des ressources. Cette malédiction est très attachée à des pays comme le Nigeria, que j'ai pris un exemple ici,
voyez que dans les années 70-80, le Nigeria avait une ressource pétrolière, a toujours une ressource très importante, et ces ressources, il les avait employées à essayer de créer une aciérie russe d'Adjaoukouta, où les grandes firmes françaises comme Suez ou allemandes se sont investies aussi, ont fait d'énormes profits. 10 milliards de dollars ont été investis, pas une tonne d'acier n'est sortie de cette aciérie. Et alors, sur la question de l'utilisation du pétrole, on a parlé de syndrome hollandais pour se référer à ce qui s'était passé en Hollande lors de la découverte du gaz de Groningue. Cette richesse avait surtout été utilisée pour augmenter les fonctionnaires, augmenter leur nombre, augmenter leur salaire, surtout mettre en route une énorme société de consommation, puisque le Nigeria a importé des quantités extraordinaires de matériel d'équipement, mais surtout de matériel de consommation, et aussi de blé. Le blé américain arrivait à Lagos de manière très importante, alors que le port ne pouvait pas fonctionner il était engorgé. Voilà, donc il y a eu une société de consommation au Nigeria avant même l'épisode actuel, en raison de ce syndrome hollandais, mais les investissements d'infrastructures, les investissements d'équipement, l'industrialisation n'ont pas suivi. Alors effectivement, toujours dans cette optique afro-pessimiste, voilà une salle de classe au Burkina en 2011. Il y avait 80 enfants. Et on voit la chicotte sur un petit coin là, un petit coin du bureau. On utilisait encore la chicotte coloniale. Et de l'autre côté, vous avez toujours au Burkina un dispensaire qui a été photographié par mes soins. Et donc, vous voyez que tout cela entretient une idée très pessimiste quand même de ce qui se passe. Effectivement, c'était après l'ajustement structurel. L'ajustement structurel a réduit énormément les capacités des systèmes de santé et d'éducation, jusqu'en l'an 2000. Toujours dans le même ordre d'idées, la question de l'emploi. La question de l'emploi, vous avez des jeunes désœuvrés, toujours au Burkina, photo personnelle. Alors, un des points qui est important à souligner, toujours dans cette perspective afro-pessimiste, c'est que l'Afrique dont je parle, il y a au moins 1 milliard de subsahariens. Il y en aura 2 milliards à 2 milliards 200 millions en 2050, c'est-à-dire dans très peu de temps. Et un des gros problèmes, c'est que les millions de migrants, parce qu'il y a une énorme migration, la population est mal répartie. Et donc, la nécessité de la migration est importante. Mais ces migrants ne sont pas désirés en Europe, comme vous le savez, mais également en Afrique. 2 pays de migration très importants, qu'il s'agisse de la Côte d'Ivoire d'un côté et de l'Afrique du Sud, se sont fermés à la migration depuis plusieurs décennies. Et donc, à la différence de l'Europe pauvre du XIXe siècle, qui a pu exporter jusqu'à 60 millions de personnes en Amérique, l'Afrique n'a pas la possibilité d'exporter hors de son territoire les millions de migrants qui ont besoin de trouver leur voie, leur avenir. Et ça, c'est un des problèmes qui entretient cette vision afro-pessimiste. Alors, on pourra y revenir si vous le souhaitez, parce que c'est un problème essentiel. Mais il n'empêche que, de notre côté, alors qu'on dit qu'il y a des zones de très haute densité, on va s'accaparer de millions d'hectares de terre en disant, par ailleurs, qu'il y a des terres vacantes. Où se trouve-t-on? Alors, je vais prendre 2 types de clichés très rapidement pour rester dans le cadre des 40 minutes dont on dispose, pour vous montrer au fond, sur la géopolitique, quels sont les clichés les plus prégnants. Toujours un petit proverbe pour se mettre dans l'esprit africain. Quand la force occupe le chemin, le faible entre dans la bourse avec son bon droit. Ce proverbe explique qu'on fuit certaines choses
Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le sentiment de l'injustice. On ne manifeste pas toujours, on manifeste de temps en temps, dans les villes notamment, mais dans les villages, il est rare qu'on ait des agriculteurs qui manifestent comme vous le voyez en France. Et donc, mais il n'empêche qu'on a cette idée qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas. Alors, première idée reçue, celle des frontières. Alors ça, c'est une idée qui court partout. L'Afrique est victime de frontières artificielles d'origine coloniale. Alors qu'on sait très bien que la plupart ou la totalité des pays, sauf ceux qui ont des frontières maritimes, sauf ceux qui sont constitués par une île, par exemple, toutes les frontières sont artificielles. Et en Afrique, ces frontières artificielles servent de liant entre des populations qui sont parfois séparées par ces frontières et même créent, quand il y a des disparités de taux de change ou des disparités en termes de subventions, par exemple pour l'essence, je pense au Nigeria que vous voyez là, vous avez tout autour du Nigeria des régions entières qui sont constituées avec des villes et dans lesquelles on vend sous forme de bouteille l'essence qui est subventionnée dans le Nigeria. Et donc, voilà un des aspects, la frontière, elle est unificatrice. Et c'est pour cette raison-là, en particulier, que l'Union africaine n'a pas beaucoup touché à ses frontières. C'est une des raisons. Il y en a d'autres également, mais c'est une des raisons. Donc, Karine Benafla, qui a écrit le papier dans l'Afrique des idées reçues, explique très bien que ces frontières, au fond, ne sont pas des obstacles au développement. Elles peuvent être des obstacles à la construction nationale, encore que les États sont très impliqués dans le maintien de ces frontières passoires. Un deuxième aspect, alors là, si vous avez à n'importe quelle réunion de grands responsables du développement, l'Agence française de développement tout récemment, la Banque mondiale, on vous dit partout qu'on cherche des États forts et stables. Et pour faire bonne mesure, je dis à la rigueur démocratique. Mais l'essentiel des bailleurs, et ça je l'ai vu tout récemment à l'Agence française, ils disent on ne peut faire du développement dans un certain nombre de pays que si l'État est fort. Mais qu'est-ce que ça veut dire un État fort? Est-ce que c'est le Tchad d'Idriss Déby que la France a apprécié au Mali, alors que la question démocratique dans ce pays se pose de manière assez cruciale? Est-ce que c'est le Cameroun de Paul Biya qui a aidé la France dans la délivrance d'un certain nombre de ses expatriés? Voilà, un des gros problèmes, c'est cette notion d'État fort. Et c'est complètement imbécile, mais c'est quelque chose que vous entendez sans arrêt. Il faut un État fort et un État stable pour faire le développement. Et donc ces États forts, il y a une revue américaine qui s'appelle Foreign Policy, qui mesure la puissance ou l'impuissance des États. Voilà, alors ça a quelque chose de ridicule. Donc vous avez une carte qui montre la taille des États. Il y a des États immenses en Afrique, sur la cinquantaine d'États subsahariens. Il y en a 3 ou 4 qui sont immenses, le Nigeria, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo. Et puis vous avez une myriade de tout petits États de 10 à 20 000 km². Très peu d'États fédéraux, ou fédéraux façon. Vous avez l'Éthiopie qui a une sorte de fédéralisme sans moyens. Le Nigeria, qui est peut-être le plus avancé en termes de fédéralisme, mais c'était la condition sine qua non pour sa survie, et l'Afrique du Sud, qui est dans un entre-deux assez flou. Et par contre, vous avez des pays qui étaient fédéraux, comme les Comores ou le Cameroun, et qui ont, disons, sucré cette distinction. Voilà, et vous avez tous ces petits États contrebandiers, des États où le fisc est excellent, comme l'île Maurice, très coté en France, on y va en tourisme, mais aussi très coté par les multinationales. Donc voilà, et vous avez par ailleurs, dans ces États forts et stables, vous avez des émeutes de la faim, comme au Mozambique en 2010. Voilà. Donc voilà une deuxième
une deuxième idée reçue essentielle. Toujours dans la géopolitique, ou du moins dans l'axe, le thème politique, la question du tribalisme. On ne peut analyser en Afrique, d'ailleurs je l'ai entendu puisque j'ai écouté quelques conférences, derrière chaque conflit, il y a toujours des ethnies. Et c'est la boîte noire dans laquelle on enferme les conflits. Alors, moi, je suis originaire du sud de la France, comme mon accent le laisse présupposer. Hein. Alors, j'ai vécu dans le pays bamileke, j'ai vécu dans le pays basque. En France, on parle de la nation basque, ou en Espagne, ils en parlent. Alors que chez les bamileke, on disait l'ethnie ou la tribu bamileke. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'ethnicité dont on parle dans notre propre pays de temps en temps, est-ce que c'est une identité? Est-ce que c'est une identité comme on l'a vu au Rwanda? C'est-à-dire, on vous délivrait une carte d'identité, monsieur un tel, ethnie, Hutu, etc. Mais pour ceux qui connaissent bien l'Afrique, l'ethnicité, c'est quelque chose qui a été manipulé par les politiciens, manipulé par la colonisation, créé souvent par l'ethnologie. Et souvent, comme au Kenya, les Kalenjin, ceux qui connaissent le Kenya savent que ce n'était pas, entre guillemets, une ethnie précoloniale. Ça a été progressivement créé. Et moi qui ai vécu au Cameroun, j'ai vu de nouvelles ethnies apparaître autour de Douala à partir du moment où la Constitution a reconnu une place particulière aux peuples autochtones. Voilà. Donc le tribalisme, il cache autre chose. Quand vous regardez le Nigeria, qui est un pays où il y a beaucoup de conflits, mais il y a des conflits pour le pouvoir, il y a des conflits pour les ressources, il y a des conflits pour le foncier. Et quand vous créez des cadastres, un certain nombre de pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, vous créez les conditions de futurs conflits parce que le foncier en Afrique, c'est des droits d'usage souvent superposés. Et rapter, comme on a fait ça en Afrique du Sud, en Namibie, en Zimbabwe ou au Kenya, les terres indigènes au temps de la colonisation, ça crée un problème dont on ne sait pas comment en sortir aujourd'hui. L'Afrique du Sud, puisque c'est un pays entre guillemets démocratique, parce qu'il faut qu'un certain nombre de guillemets, essaie de gérer sa réforme agraire, mais n'y arrive pas. Et elle n'y arrive pas parce qu'elle est entrée dans une négociation avec les Blancs et elle veut garder sa puissance agricole. Et donc, voilà. Mais derrière tout ça pour dire que derrière le tribalisme, il y a bien d'autres éléments que cette explication simpliste et essentialisée qu'on trouve un peu dans beaucoup d'ouvrages ou de discours journalistiques ou même de recherche. Ensuite, un autre aspect, c'est que après nous avoir expliqué à l'école coloniale française, qui se trouve à l'ENA, les administrateurs parlaient d'islam noir, un islam bon enfant qu'on retrouve au Sénégal en particulier. Et puis maintenant, on voit le djihadisme. C'est faux. D'une part, l'islamisme n'est pas du tout récent en Afrique. On le voit, on l'a vu dans le nord du Nigeria avant la colonisation, autour de l'empire de Sokoto, lors des conquêtes d'Ousmane et d'Anfodio. Donc il y a une tendance forte, ce qui ne veut pas dire que les guerres actuelles autour de Boko Haram ou dans le nord du Mali sont des guerres de religion au sens véritable du terme. Il y a d'autres éléments, d'autres facteurs qui jouent un rôle essentiel là-dedans. Alors j'en suis au développement, les clichés du développement. Toujours un proverbe, celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Je crois que la question du développement, ou plutôt l'idéologie du développement, la croyance au développement a suscité énormément d'idées reçues. La première, c'est sur la croissance démographique. Comme j'ai assez peu de temps, je vais laisser. On a dit que pendant très longtemps, on a accepté une démographie africaine importante. Maintenant, et notamment les Français, on dit qu'elle est devenue hors de contrôle, et notamment dans le Sahel. Et on craint ça. Voilà.
Donc on pourra y revenir, mais dans certaines villes, en Afrique australe, au Kenya, dans les fameuses classes moyennes, on sait ce que ça veut dire la contraception. Ensuite, deuxième question, pourquoi l'Afrique sous-peuplée en 1960 est devenue surpeuplée en 2015 ? Hein, ça, c'est une vaste question, parce que moi, j'ai lu dans les années 60-70, on disait, mais non, il n'y a pas de problème, il y a des terres en Afrique. On le dit aussi encore, hein, quand on s'appelle Tereos et qu'on veut faire de la canne à sucre au Mozambique, on dit qu'il y a encore des terres disponibles. Mais quand vous lisez les grands rapports de la Banque mondiale et de l'AFD, on dit que l'Afrique est devenue surpeuplée. Alors que, bon, tout se discute. Vous avez deux pyramides des âges, celle d'Afrique du Sud et l'Éthiopie, qui montrent effectivement qu'il y a des pays qui ont encore une croissance forte et d'autres qui sont entrés dans la transition démographique. Un autre aspect, c'est est-ce que l'Afrique, l'agriculture familiale africaine est capable de nourrir ses villes? Vous voyez d'un côté le sac d'Uncle Bob, le sac de riz. Uncle Bob, ce sont les Sinotai qui envoient leur riz pour nourrir un certain nombre de... Et de l'autre côté, vous voyez une femme qui travaille en maraîchage intensif. La vérité, c'est que l'Afrique nourrit très largement ses villes, mais à part quelques villes très extraverties pour leur alimentation, comme Dakar ou Abidjan. Mais il ne faut pas regarder toute l'Afrique à travers ce prisme-là. Il y a toute une série. Lagos est très largement nourri par le monde rural, Kinshasa aussi, et par conséquent, il n'y a pas matière à avancer cette idée-là. Alors, l'accaparement des terres vacantes est indispensable dans la planète parce que sur 1 milliard d'hectares dont dispose l'Afrique, on estime que 250 millions d'hectares sont cultivés. Mais on ne compte pas toutes les terres en jachère. Hein. Et du coup, l'estimation des terres vacantes est très variable. Mais la Banque mondiale a avancé des chiffres relativement élevés, surtout dans toute cette zone de savane entre le Sahel et les côtes pour l'Afrique de l'Ouest et également dans la République démocratique du Congo, où on estime qu'il y a énormément de terres disponibles. Mais ces terres ne sont pas vraiment vacantes. Autre aspect, c'est l'urbanisation galopante. À l'heure actuelle, il y a encore plus de ruraux que d'urbains en Afrique. Mais on est passé de villes qui avaient très peu d'habitants, par exemple Abidjan avait 60 000 habitants en 1950, il doit y avoir 3 millions d'habitants aujourd'hui ou plus. Lagos en avait 400 000 et on est à 15 ou 20 millions, on ne sait pas du tout parce que les recensements sont très très difficiles à faire. Et par conséquent, on se dit que c'est ingérable. Et le regard qu'on a sur ces villes, c'est le regard sur les grandes villes. Or, l'essentiel de la population se trouve encore dans des villes moyennes qui ont entre 50 et 1 million d'habitants. Et dans ces villes moyennes, on a une bonne relation entre les campagnes et les villes. Et du coup, on est loin de ce chaos urbain qu'on a dénoncé dans un certain nombre de thèses. Mais par exemple, le grand architecte Rem Koolhaas disait que Lagos, il ne fallait pas toucher, c'était la ville générique. Hein, voilà. Alors, un dernier point, toujours sur le développement, et puis je vais terminer là. Un des grands soucis actuels, c'est où vont se trouver l'emploi des jeunes. Alors, dans les idées reçues, on développe ce qu'est le secteur informel, ce qu'est l'industrie. Est-ce qu'il y a une industrie en Afrique? Est-ce que l'agriculture familiale est en capacité d'absorber toute cette immense jeunesse qui se trouve sur le marché de l'emploi? Donc là, la question est importante et je n'ai pas le temps de développer ce petit aspect. Je vous renvoie à ce livre. Je vous renvoie aux 2 livres que nous avons publiés, Les Afriques au défi du XXIe siècle et l'Afrique des idées reçues. Merci de votre écoute. On va pouvoir passer.
On va pouvoir passer aux échanges avec Georges Conrad. J'aurais une première question pour commencer, avec votre expérience du terrain depuis nombreuses années. Est-ce qu'on peut dire que les clichés ont tendance à reculer, ou est-ce que les clichés ont la vie dure? Le problème, c'est qu'ils se renouvellent. Ils se renouvellent. Un certain nombre de clichés, c'est-à-dire avec l'intervention, par exemple, de nouvelles catégories comme les businessmen, on voit en particulier se développer l'idée que le téléphone portable et Internet, c'est la formule miracle qui va développer l'emploi en Afrique, par exemple. On en est quand même loin. Et je prends un seul exemple. Quand vous créez un système type Amazon, on a créé ça au Nigeria, ça s'appelle Jumia, et il faut une infrastructure, il faut toujours une infrastructure terrestre pour circuler, pour transporter les colis, etc. Et on ne se passera pas, disons, des routes, etc. Voilà, voilà le genre de nouvelles idées reçues ou clichés qui se développent. Un autre aspect des choses, c'est sur l'évolution des sociétés africaines. On dit que, en voyant en particulier, par exemple, les enfants abandonnés. Moi, dans les années 70, quand j'étais à Douala, on voyait rarement les enfants étaient vraiment dans la rue. Alors, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Et un des aspects, c'est donc, est-ce que l'individualisme s'est développé de manière importante dans les sociétés dites communautaires? Donc ça, c'est un des aspects qui a été souligné récemment. On pourrait prendre d'autres exemples sur les villes, de ces changements d'optique et d'autres éléments qui étaient à la mode il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire par exemple que les sociétés villageoises étaient égalitaires, par exemple, se dit beaucoup moins. On voit mieux les inégalités qui sont développées en Afrique. Voilà ce qu'on peut dire sur ce point. Si quelqu'un a une question à poser, on a des micros à votre disposition là. Oui, moi je voulais vous poser une question. Dans toutes ces sociétés-là, quel a été l'impact du sida? Parce que je pense que sur les enfants des rues, il y a quand même eu des familles complètement déstructurées. Oui, c'est exact. C'est exact dans les zones qui ont été le plus touchées. C'est-à-dire d'abord l'Afrique australe, l'Ouganda, la Centrafrique, un petit peu le Cameroun. Mais dans certaines zones, il y a eu des abandons d'enfants qui n'ont pas été liés à la disparition des adultes de la famille. Mais c'est vrai que dans toute l'Afrique de l'Est, c'est quelque chose de fort important. Mais la maîtrise actuelle, ou la relative maîtrise de l'épidémie, fait que la question qui se pose, c'est quand c'est que l'Afrique va sortir de cette affaire, notamment dans des pays qui sont considérés comme relativement bien gérés, selon les normes de la Banque mondiale, comme le Botswana. On a quand même entre 20 et 25% de personnes sexuellement actives qui sont infectées. Et ça, c'est un vrai problème. Alors là, c'est pas du tout c'est un problème certainement politico-sociologique de première grandeur dans un pays quand même qui est considéré comme un pays entre guillemets démocratique. Bonjour, je voulais revenir sur la problématique des frontières. Si vous pouviez développer le problème de contrebande quand même, qui pourrait a priori... C'est-à-dire le problème des frontières, je vais prendre l'exemple du Nigeria ou de la Gambie, mettons. Le Nigeria a des frontières avec le Cameroun, avec des pays francophones de tout autour. Cameroun, Tchad, Niger, Bénin. Et la contrebande est très importante dans la mesure où un certain nombre de produits vivriers des pays voisins, par exemple l'oignon du Niger, les ignames du Cameroun, le Bénin sert de transit à des choses qui sont importées au niveau mondial et vont au Nigeria. Et de l'autre côté, du côté du Nigeria, un certain nombre
d'éléments passent à la frontière. Je parlais de l'essence en particulier, mais également tout un tas de produits qui sont réexportés également, venant de Chine, d'Asie, comme les postes radio, les téléphones portables, etc., ou qui sont contrefaits. Par exemple, les produits pharmaceutiques de trottoir traversent la frontière très rapidement, les animaux, le bétail en particulier, et donc ça fait des activités très importantes. Donc, si les frontières étaient bloquées, des pays comme le Bénin, même le Burkina Faso, qui est un peu plus loin, l'est du Burkina Faso serait touché, et le Cameroun anglophone serait très largement touché également. Si il y avait une véritable fermeture dont les États n'ont pas entrepris de mettre ça en place, quoi. Voilà ce que je peux dire de manière assez rapide. Ok, je suis Tamé Kamta, je suis doctorant en histoire à l'Université Yaoundé au Cameroun, en même temps chercheur à Thinking Africa, qui est un institut de recherche et d'enseignement sur la paix basé à Abidjan. J'ai deux questions. La première question porte sur les programmes d'ajustement structurel. Je voudrais poser la question à monsieur le conférencier, à savoir quel est le rapport qu'il établit entre les programmes d'ajustement structurel du début de la décennie 1990 et la baisse drastique de la production agricole au Cameroun, notamment les produits de rente, à savoir le café et le cacao. La deuxième question porte sur justement ce contentieux colonial. Je voudrais vous poser la question de savoir si vous avez quelques solutions pour solder ce contentieux colonial qui est rigidement implanté dans la conscience des Africains et surtout des Camerounais. Merci. Merci de cette question camerounaise. Alors, sur le fait que les programmes d'ajustement structurel étaient supposés mettre en place une discrimination positive en faveur des agriculteurs et des ruraux. À l'origine, le Fonds monétaire et la Banque mondiale s'en sont pris, disons, aux citadins, au nom d'un biais urbain, et ont voulu soutenir la production agricole, et notamment en diminuant la taxation de ces sociétés, passant par l'intermédiaire des caisses de stabilisation. Au Cameroun, ça s'appelait l'ONCPB. Et comme vous dites, effectivement, les cultures de rente qui auraient dû être favorisées ne se sont pas développées comme elles auraient dû l'être au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des problèmes structurels qui ne sont pas liés à la macroéconomie qui sont en cause. Si je pense au cacao camerounais, la qualité de ce cacao, les exploitations agricoles dans le centre du pays n'étaient pas en capacité de prendre en charge un développement important des arbres. Il faut du temps, d'une part, et il faut aussi que la filière soit organisée. Et le fait que cette filière était peu organisée, relativement sous-équipée, dans lequel le crédit ne circulait pas beaucoup ou circulait mal. Nous avons fait juste après, en 1994, pour l'Union européenne, un audit des planteurs qui avait été soutenu par ce qu'on appelle le Stabex, qui n'existe plus aujourd'hui. Merci Madame Thatcher. Le Stabex n'existe plus, mais le Cameroun avait reçu 4 milliards de francs CFA pour soutenir ces filières. Et ces filières sont restées ce qu'elles étaient, c'est-à-dire ne se sont pas beaucoup développées. Et il faut dire aussi qu'au plan international, les prix du cacao n'étaient pas à cette époque-là, parce que depuis 2000, ils ont augmenté, mais les prix n'étaient pas très élevés. Donc l'incitation extérieure n'était pas là, les infrastructures et les équipements n'étaient pas prêts à répondre à cette discrimination positive. Deuxième question, qui est plus délicate, plus complexe. Comment sortir dans la relation France-Cameroun de ces mémoires douloureuses? Il y a un effort à faire, à mon sens, des deux côtés. J'ai enseigné à l'université de Chang, et ce qui m'avait surpris, c'est qu'aucune thèse en histoire
n'était engagé sur ce qui s'était passé entre 1955 et 1971. Achille Mbembe avait fait un ouvrage remarqué sur Niobe, mais dans la région de l'ouest du Cameroun, il y avait une omerta pour mettre en place les instruments de connaissance qui permettaient de savoir réellement ce qui s'est passé. Et côté français, il faut bien le dire, je suis assez bien placé pour savoir, que dans notre université, très peu d'enseignements de cette période ont été réalisés et très peu de thèses soutenues, parce qu'il faut des éléments de connaissance. D'autant, moi, ayant circulé dans les villages, dans les chefferies de cette région, il y avait encore des anciens qui se souvenaient du napalm qui avait été balancé à l'époque sur la rébellion EPC du côté de la frontière franco-britannique du Bamenda. Et donc, déjà, la connaissance. Ensuite, je pense qu'un certain nombre d'acteurs principaux de cette répression, notamment Pierre Mesmer, est décédé. Et donc, du côté français, cette mémoire, mis à part quelques personnes qui connaissent ce qui s'est passé, reste enfouie. Et je crois savoir que le président Hollande a dit un ou deux mots quand il est passé au Cameroun, mais c'est très insuffisant pour retrouver une relation de confiance que je crois savoir quand même les Camerounais comme les Français qui connaissent le Cameroun souhaitent remettre en vigueur. Voilà, je vous remercie de m'avoir posé cette question. Merci, professeur. Je voudrais poursuivre également sur le Cameroun en posant une question relativement plutôt politique, à savoir, avec le recul que vous avez, quelle appréciation porterez-vous sur le Cameroun, du moins sur son évolution depuis l'indépendance, en passant du régime d'Ahidjo à celui de Paul Biya aujourd'hui? Merci. Pour moi, je dirais que c'est ce qui se passe. Moi je suis des éléments biographiques pour dire d'où je parle et à partir de quoi je parle. En 1969, j'ai été affecté par l'Orstom, ça s'appelait l'Orstom à l'époque, vous voyez. Outre-mer, c'était encore l'outre-mer. Donc j'ai été affecté à Bouéa, sur le mont Cameroun. À cette époque-là, il y avait un État fédéré, l'État fédéré du West Cameroun. Et à cette époque-là, il y avait un inspecteur fédéral qui avait la main mise un peu sur ce petit État fédéré croupion qui n'avait pour tâche que d'éduquer les enfants. Ça a été sa principale tâche. C'est-à-dire apprendre l'anglais, parce que les Anglais avaient laissé cette zone très peu éduqués. Il y avait 3 ou 4% en 1960 d'enfants qui allaient à l'école et l'État fédéré du Cameroun en 1972 était arrivé à un niveau relativement élevé de 60 à 70%. Donc, j'ai donc vécu ce qu'on a appelé l'unification, la réunification, l'unification, la transformation de cette partie du Cameroun à un Cameroun républicain, quoi, sans État fédéré. Alors, pour moi, c'est quand même douloureux de voir la continuation de ce qui s'était passé au temps d'Ahidjo. La France était intervenue, notamment Focard, pour quadriller toutes les oppositions du Cameroun à l'époque d'Ahidjo. Et c'est pour ça qu'il s'est maintenu au pouvoir jusqu'en 1982. On a eu un espoir à l'époque de Biya en pensant qu'il allait ouvrir le jeu, mettre en place des solutions pour les alternances démocratiques. C'est-à-dire au moins changer de temps en temps de dirigeant, ce qui ne voulait pas dire qu'il y avait un contrôle du pouvoir dans toutes les instances. Alors que ce pays avait été préparé par ces cadres. Moi, j'ai vu au fin fond du Cameroun anglophone des préfets faire leur boulot, des instituteurs. On dit souvent que les instituteurs ne sont pas en capacité. Au contraire, j'ai vu dans des zones très reculées où on se rendait à pied pour aller voir ce qui se passait dans tel ou tel village de la région de Woum, là où il y a eu la catastrophe du lac de Nyos. Et donc, on voyait une population qui se prenait en charge, sans attendre l'aide internationale qui arrivait ou qui n'arrivait pas, mais qui arrivait et faisait ses conneries. Et donc, un des aspects qui moi, m'a interpellé, d'autant que j'ai formé
une cinquantaine de chercheurs et universitaires camerounais, tout le monde attendait des changements démocratiques. Et on a vu la répression à plusieurs reprises s'abattre, je m'excuse, dans les années 90, à l'époque du pied mort, etc., contre Biya. Et ensuite, j'ai vu la poursuite de cette affaire. Et je vois cette année, il n'y a pas plus tard que 8 jours, je téléphonais à un ami camerounais qui me disait qu'on circulait dans la ville pour prolonger le mandat du satrape Biya ou du dinosaure Biya. Voilà. Donc pour moi, le Cameroun aurait dû être un des pays les plus développés de cette zone d'Afrique, bien plus qu'il ne l'est. Voilà. Et par ailleurs, l'importance, la qualification des élites camerounaises me laissait supposer qu'on allait vers un modèle africain de développement. On en est très très loin. Et je le regrette. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Georges Korat, de votre intervention. Et vraiment, je vous engage à poursuivre. On a fait très court. C'est vrai qu'expliquer les clichés en 40 minutes, c'est très difficile. Vraiment, je vous engage à consulter ce livre sur l'Afrique des idées reçues. À ma connaissance, c'est tout à la fois vraiment techniquement bien, scientifiquement irréprochable et avec un aspect quand même vulgarisateur ou très très facile de lire, et c'est quand même assez rare. On peut louer la démarche de quand même rendre des idées un peu complexes très accessibles. Merci beaucoup, bonne journée.